d'Ivoire, le PDCI, principal mouvement d'opposition, a annoncé jeudi qu'il refusait de siéger à la nouvelle commission électorale indépendante censée organiser la présidentielle de 2020. Au Niger, les autorités ont demandé ce vendredi aux habitants de Niamey de prendre des mesures nécessaires afin de se préparer contre des inondations dont les risques sont imminents après une importante crue du fleuve Niger. Et puis, plus de 2 semaines après sa mort dans un accident de moto à Abidjan, la Côte d'Ivoire rend un dernier hommage au roi du coupé-décalé Didier Arafat ce vendredi, ceci avant son inhumation demain samedi. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz, dont le mandat s'est achevé au mois de juin dernier, se présentera en candidat indépendant à l'élection présidentielle du 24 novembre prochain. Il a fait cette annonce hier jeudi. Des précisions à travers cet élément. Exclu du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, José Mario Vaz, le président sortant de la Guinée-Bissau, se présente à la présidentielle en indépendant après avoir échoué à obtenir l'investiture du parti MADEM, une formation de l'opposition. J'affirme aujourd'hui, ici, devant vous mes frères et peuple de la Guinée-Bissau, que c'est pour vous, pour réaliser vos souhaits, que je vais continuer avec vous à faire de ce pays un grand pays pour lequel je suis candidat à l'élection présidentielle du 24 novembre 2019. Le président José Mario Vaz pourra compter sur le soutien des partisans. J'ai décidé de le soutenir une nouvelle fois car au cours de son mandat, tout fonctionnait normalement. Nous n'avons pas eu vent de meurtre comme c'était le cas avant. C'est pourquoi nous le soutenons de nouveau pour qu'il redevienne notre président. Je le soutiendrai parce que c'est un homme qui a dirigé le pays sans violence, sans bruit et jusqu'à la fin de son mandat. Je voudrais que toute la jeunesse vote en sa faveur pour qu'il revienne au pouvoir. La Guinée-Bissau est secouée par une crise politique depuis le limogeage en août 2015 par le président Vaz de Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC, qui était son premier ministre. En Côte d'Ivoire, le PDCI, principal mouvement d'opposition, a annoncé jeudi qu'il refusait de siéger à la nouvelle commission électorale indépendante censée organiser la présidentielle de 2020. Ce refus intervient après celui de l'autre grand parti d'opposition, le Front populaire ivoirien, et d'un important groupe d'organisations de la société civile, le GEPAT. Selon un communiqué signé du numéro 2 du PDCI, Maurice Kakou-Ginkaroué, le parti associé à 4 petits partis d'opposition a décidé de n'envoyer aucun représentant pour siéger au sein de la commission électorale indépendante. Le PDCI estime non consensuelle et décriée par tous la loi électorale adoptée par l'Assemblée nationale le 30 juillet dernier, instituant la nouvelle CEI. Le PDCI et les partis associés au communiqué réitèrent toutefois leur disponibilité pour des discussions inclusives afin d'aboutir à un organe électoral impartial et crédible pour des élections justes et véritablement démocratiques. L'autre grand parti d'opposition, le Front populaire ivoirien, avait fait de même lundi et un important groupe d'organisations de la société civile, le GEPAT, avait lui aussi fait connaître mercredi son refus d'y siéger. La nouvelle commission électorale indépendante doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement repartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Mais la société civile et l'opposition militent pour une commission électorale indépendante équilibrée de 15 représentants équitablement repartis, 5 pour l'opposition, 5 pour la mouvance présidentielle et 5 pour la société civile.
En République démocratique du Congo, le torchon brûle entre le Conseil national de suivi de l'accord du 30 décembre CNSA et la classe politique. Plusieurs leaders de l'opposition et de la majorité au pouvoir mettent une pression verbale, parfois même très violente, sur l'institution en vue de sa dissolution immédiate. Pour eux, cette institution n'a plus de rôle à jouer sur la scène politique congolaise. Mais pour Olenga Nkoy, président du CNSA, l'institution est légale et existera jusqu'à l'organisation des élections locales, comme le disent les tests qui l'ont créé. On l'écoute. Le CNSA, c'est une institution qui est dans la durée et qu'aujourd'hui, après les élections locales et municipales, telles que les textes les stipulent, le CNSA se retire et reprend sa vie de l'étang. Donc, voilà un peu à ma connaissance, et on n'a aucune raison. Et je crois que vous avez vu comment le CNSA est en train de travailler dans les pays, dans quelles conditions nous travaillons, mais ce qui est important est que toutes les femmes et hommes membres de cette institution sont animés à un sentiment patriotique. Sinon, vous, journalistes comme autres, savent dans quelles conditions ils œuvrent. En fait, c'est un problème de droit, c'est un problème de texte. On ne peut pas faire les textes dont nous-mêmes nous devenons les combattants pour les combattre. On ne gérera jamais ce pays avec des humeurs. Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais donnez-lui la chance d'atteindre son objectif. Bon, moi, tout ce que je peux donner, étant donné votre chaîne à la vocation internationale, c'est d'abord de demander à la communauté internationale de soutenir notre pays. Nous sommes un pays, certes, très riche, mais nous avons des soutiens de nos pairs de la communauté internationale sur plusieurs domaines pour permettre à consolider cette jeune démocratie. Au Niger, les autorités ont demandé ce vendredi aux habitants de Niamey de prendre des mesures nécessaires afin de se préparer contre des inondations. En effet, les risques d'une inondation sont imminents après une importante crue du fleuve Niger. Le niveau actuel des eaux du fleuve Niger, soit la cote de 603 cm d'eau hier jeudi, laisse présager des risques imminents de crues et d'inondations. Ce niveau se positionne au-delà de l'alerte orange qui est de 580 cm d'eau. Face à cette situation, le gouverneur de Niamey, entouré d'autres autorités locales, a demandé ce vendredi aux habitants de la capitale Niamey de prendre des mesures nécessaires afin de se préparer contre des inondations. Le gouverneur a expliqué qu'il y avait des risques d'inondation en raison d'importantes pluies qui s'abattent sur l'ouest du Niger et d'importantes quantités d'eau drainées par les affluents du fleuve. Les autorités locales qui ont déjà lancé l'identification de centres pour les accueillir en cas d'évacuation ont d'ores et déjà demandé aux habitants exposés de ranger leurs bagages et de faire des réserves d'eau potable et de nourriture. La quasi-totalité du 1,5 million d'habitants de Niamey vivent sur les rives du fleuve et certains ont même construit leur maison dans son lit. Cette crue est également favorisée par les fortes pluies qui s'abattent sur le Mali voisin et par l'ouverture des vannes des barrages érigés sur le fleuve, le troisième plus grand d'Afrique, selon des spécialistes. Au Maroc, un terrain de football situé à proximité d'une rivière a été dévasté par une crue violente qui a tué 7 personnes. L'incident est survenu dans le village de Tizert, au sud du pays. Les détails. Le village de Tizert, dans le sud du Maroc, est sous le choc au lendemain de la mort d'au moins 7 personnes dans une crue violente. Un drame survenu sur un terrain de football situé à proximité d'un ouadi. J'étais parmi les premiers témoins de ce drame. J'assistais au match de foot qui se finissait. Il pleuvait un peu, mais les gens n'ont pas pensé que l'Oued déborderait. Les gens d'un bidonville nous ont avertis. Nous avons insisté pour que tout le monde quitte le terrain de foot, mais la plupart filmaient avec leur téléphone. Ils sont montés sur les tribunes du terrain de foot pour se réfugier en pensant que l'Oued n'arrivera pas à leur niveau. Mais ils ont été surpris dans l'effondrement des murs du terrain du foot. Tandis que les habitants du village enterraient les morts, un hélicoptère survolait la localité située dans la région de Taroudan pour trouver d'éventuelles victimes
dont un homme de 65 ans porté disparu selon les témoins. Du sport dans cette édition, la Fédération tunisienne de football a nommé Monder Kebayer, l'ancien entraîneur de l'Espérance sportive de Tunis, au poste de sélectionneur national. Il remplace ainsi le Français Alain Giresse qui avait conduit l'équipe à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Reportage. Monder Kebayer a été nommé comme nouveau sélectionneur de la Tunisie en remplacement du Français Alain Giresse, a annoncé ce mardi la Fédération tunisienne de football. Pour nous, parmi tous les CV que nous avons reçus, c'était automatiquement celui de Monder Kebayer qui est sorti du lot. Dans notre tête, même si Monder Kebayer était l'assistant de Nabil Maouloul, l'ancien sélectionneur de l'équipe de Tunisie, c'était lui qui pouvait à tout moment prendre la relève et il a pris la relève. Monder Kebayer, qui a signé un contrat de 3 ans, va connaître sa première expérience à la tête d'une sélection. Cela fait plus de 15 ans que je rêve de ce jour, que j'ai l'ambition d'être un jour à la tête de l'équipe nationale. Donc je remercie Dieu d'en être arrivé là. Et tout ce qui concerne la pression, cela a toujours existé dans des commissions et nous avons toujours fait face aux difficultés. Et la vraie capacité de préserver sera mise en évidence face à des situations identiques. L'une de mes grandes convictions est que l'équipe nationale peut aller très loin. Les équipes nationales qui atteignent les performances et à un meilleur niveau. Ce qui les distingue, c'est beaucoup d'envie, beaucoup de cohésion et dans les moments difficiles, faire preuve de beaucoup de solidarité. Et je pense qu'on travaillera tous sur ce point en tant que staff. Âgé de 49 ans, Monder Kebayer a par le passé exclusivement entraîné des clubs locaux, dont le club africain et l'Espérance sportive de Tunis. Plus de 2 semaines après sa mort dans un accident de moto à Abidjan, la Côte d'Ivoire rend un dernier hommage au roi du coupé-décalé, Didier Arafat, ce vendredi. Ceci avant son inhumation prévue demain samedi. Des précisions à travers ces images. Ce vendredi, la Côte d'Ivoire rend hommage à Didier Arafat. Les organisateurs attendent au bas mot 100 000 personnes dans et autour du stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, qui peut en accueillir 40 000 au maximum. Sa communication, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un qui se démarquait sur tous les plans des autres artistes. Donc franchement, sa personnalité vraiment me fascinait beaucoup. C'est un artiste qui a changé le paysage musical africain, de par ses concepts de danse, de par son évolution qu'il a proposé et qu'il a amené du coupé-décalé, de par son rapport à la communication digitale. C'était un génie. Ces buzz, comme ils le disent, c'était un moyen pour lui de faire vivre son personnage et sa musique. Alors évidemment, il y avait des choses plus véhémentes que d'autres, naturellement, parce que Arafat était comme ça. C'était quelqu'un d'extrêmement sensible, donc qui était touché par tout ce qui l'entourait et tout ce qui venait vers lui ou à lui. Maintenant, il se servait de ça pour nourrir son artistique, pour nourrir son personnage. DJ Arafat, c'est un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire, c'est notre Tupac à nous, c'est notre Bob Marley ivoirien, c'est une légende, tout simplement. L'enterrement de Didier Arafat aura lieu ce samedi et c'est le cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé qui accueillera la dépouille de la légende du coupé-décalé. Salut l'artiste. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.